Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur W9. Ce soir, nous vous proposons une soirée exceptionnelle consacrée à une artiste entourée de mystères, Mylène Farmer. Elle est aussi célèbre que secrète, timide, maladive, elle fuit les interviews et ses apparitions sont rares. Son univers à la frontière du romantisme et du gothique est époustouflant. Elle a les fans les plus fidèles. À chaque concert, les milliers de places s'écoulent en quelques minutes. Alors, comment peut-elle rester aussi secrète et populaire? Pourquoi déchaîne-t-elle autant les passions? Pourquoi se cache-t-elle autant? Nous avons mené l'enquête sur cette artiste hors norme et vous allez voir que tout ou presque s'explique par un événement survenu au début de sa carrière. Vous l'avez comparée à une menthe religieuse, à la fée Clochette, à une libellule. Mystère, démesure, ambiguïté. Le goût de l'interdit. Notre invitée ce soir est rare à la télévision. Elle est en tournée, spectacle incroyable. Bonsoir Mylène Farmer, merci d'être avec nous. Elle a influencé la musique de par sa créativité, avec des mélodies qui sont différentes des autres. Elle sait danser, elle sait se mouvoir, elle sait chanter, elle sait tout faire. Elle écrit, elle interprète, elle compose, elle se mouille aussi sur scène. Bon, où est-ce que Mylène Farmer ne coche pas la case? D'elle, on connaît les records. 30 millions de disques vendus, 21 singles placés en tête du top 50. Seule femme à avoir rempli le Stade de France 2 fois. C'est quelqu'un qui n'a jamais rien bâclé, qui n'a jamais rien sortir parce qu'elle devait sortir quelque chose. C'est pas du tout une chanteuse pop légère, pas du tout. C'est une chanteuse plutôt érudite, plutôt cultivée. Elle intéresse aussi, Mylène Farmer. On n'est pas que dans du commercial, c'est pas tout à fait ça. C'est un petit peu autre chose, c'est un peu plus exigeant. C'est ce qui fait qu'elle dure, d'ailleurs. On connaît ses chansons, qui sont des hymnes qui traversent les générations. Elle parle du genre, elle parle de la mort. Je pense qu'elle a libéré, en tout cas, beaucoup de personnes. Moi, j'en connais beaucoup, des grands fans de Mylène. Ils disent « elle m'a sauvé la vie ». Ses clips légendaires. C'est un peu la bande-son de notre vie, pour nous les trentenaires et les quadras. Son esthétique unique. Incroyable, parfait, perfection. Non, magnifique. On connaît aussi sa timidité, sa peur des interviews. C'est toujours, en fait, ce culte du secret, de l'énigme, quoi. Elle en a payé le prix aussi parfois, parce que refuser le jeu des médias, la compromission, c'est pas toujours évident. Je crois que c'est volontaire et c'est très intelligent. Mais je crois aussi que c'est sa personnalité. Elle a voulu être comme un bijou, quelque chose de rare. C'est un personnage qu'elle l'entretient, un petit peu. De mystère, de rareté et de distance, finalement, par rapport au public. Et ses silences. Mais sait-on pourquoi? Je crois que le silence même, plutôt. Car de Mylène Farmer, on ne connaît ni sa vie, ni son enfance, ni ses amis, et encore moins sa vie privée. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui suscitent autant d'amour, autant de passion, de fantasmes. Ça fait 30 ans qu'elle envoûte tout le monde, hein. Ancienne génération, mais nouvelle aussi, quoi. Tout est calculé, tout est travaillé, tout est poli. C'est entre l'horlogerie et la couture, et la haute couture. On l'a dit, calculatrice, génie du marketing, pantin sulfureux, car au fond d'elle, on ne sait rien. C'est dingo, bah ouais, mais c'est fabuleux. Pour moi, c'est un cas d'école, quoi. Faut étudier ça. Mylène Farmer est la plus grande énigme des artistes français. Alors comment peut-elle être aussi secrète et populaire à la fois? Si elle avait choisi quelque autre domaine, de toute façon, Mylène serait été une star. Pour tenter de percer à jour Mylène Farmer, de comprendre son succès mais aussi la femme qu'elle est, nous avons remonté le fil de sa carrière, rencontré ceux qui la connaissent loin des projecteurs. Et vous allez voir que sous couvert de secret, elle a laissé de nombreux indices qui nous permettent de toucher du doigt cette personnalité insaisissable. Je ne vous donnerai aucune clé. 14 octobre 2022. De mystérieuses affiches apparaissent dans le métro parisien et les grandes gares de France. Une créature seule, en position fétale,
sur un fond noir. Aucune date, aucun mot. Mais à bien y regarder, la silhouette, les cheveux roux, on reconnaît Mylène Farmer. Ça continue quelques jours plus tard, avec un simple tweet d'une maison de disques qui reprend la photo et donne une date, le 25 novembre. Il faut avoir la puissance d'une Mylène Farmer qui met une affiche dans le métro et emballer, c'est peser. L'emprise. Ultra secrète, invisible dans les médias et sur les réseaux sociaux, la chanteuse à la parole rare se livre dans L'Emprise, un disque auquel ont collaboré. Rencontre de plusieurs artistes ensemble sur cet album, qui pour moi est sa grande force. Je pense, dans sa tête, elle avait un projet bien précis et elle a fait un fil de mots, voilà, de discussions, de textes qui fait que ça coule comme une rivière, vraiment, cet album. J'aime énormément les titres qu'elle a fait avec Yoann Lemoine, Woodkid, parce qu'il a su lui amener son univers extrêmement épique et symphonique. Mais toujours on la reconnaît, quoi. Je trouve que dans les mélodies on la reconnaît vachement, mais en même temps on sent la petite patte de Woodkid quand même. J'ai hâte de voir les images, j'ai hâte de voir la tournée, j'ai hâte de voir tout ce qu'il y a dans cette tête, quoi. Des mélodies profondes, une voix claire et parfaitement maîtrisée qui met en lumière des textes poétiques et troublants, un visuel déroutant, le tout emballé par une sortie savamment auréolée de mystère. On retrouve dans L'Emprise tous les ingrédients qui ont permis de construire la légende Mylène Farmer. Car s'il y en a une qui fait figure d'exception, c'est bien elle. Elle est la seule artiste française pour qui le secret et la distance semblent avoir aidé sa carrière. Comment a-t-elle pu réussir à se forger un public aussi fidèle sans jamais rien donner d'elle-même ? N'a-t-elle vraiment rien donné du tout? Pour le comprendre, rembobinons un peu. « 1984, une jeune chanteuse brune aux cheveux bouclés sort son premier titre, « Maman a tort ». 1, maman a tort. 2, c'est beau l'amour. 3, l'infirmière pleure. 4, je l'aime. 5, il est de mon droit. 6, de tout toucher. 7, je m'arrête pas là. 8, je m'amuse. Mais le texte était perturbant pour des gens qui sont un peu... avec une morale un peu bigote, quoi. Elle s'appelle Mylène Farmer. Et sa chanson, en parler chantée sur des rythmes synthétiques, détonne dans le paysage musical français de l'époque. Max Guazzini, alors directeur des programmes de la radio Énergie, s'en souvient. Il y avait Jean-Jacques Goldman, il y avait Indochine, il y avait Jeanne Masse, il y avait des groupes comme Niagara et tant d'autres. Au début du mois de mars 1984, Maman a tort atterrit donc sur son bureau, au milieu de dizaines d'autres nouveautés. Mais la jeune Mylène va sortir du lot. Vous savez, un nouvel artiste, il faut qu'il soit un peu décalé par rapport à tout ce qui se passe.
Sinon, c'est pas dans le flux, sinon on ne fait pas attention. C'est dans le décalage qu'on attire l'attention dans la communication. Effectivement, c'était un peu différent, mais c'était bien surtout. J'aimais sa voix, j'aimais, je sais pas, je sais bien, une espèce de magie. J'ai adoré ce titre, on l'a beaucoup passé à l'époque. L'été 84 est donc bercé par cette ritournelle osée, où une jeune fille raconte son désir secret pour une infirmière. À l'automne, la chanson devient disque d'or. Dès son premier titre, Mylène Farmer se pose donc comme une chanteuse à part. Mais il faut attendre 1986 pour pleinement comprendre cette différence. Cette année-là, elle revient avec un titre écrit par son complice Laurent Boutonnat qui va provoquer un raz-de-marée. Déjà, on avait Maman à tort, un peu provoque. Là, je suis libertine, je suis une cata, ok. Puis le clip. Et là, c'est waouh. Ah ouais, ah putain, ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que moi qui suis un môme des années 80, vous regardez ça et vous dites waouh. Et là, on se rend compte de plusieurs choses. C'est-à-dire qu'elle a une bonne chanson. Après, elle est super. Et puis, Boutonnat, c'est un génie, quoi. Ce qui va aussi tout changer, je pense que c'est la couleur de cheveux. Et soudain, elle devient rousse. On voit plus qu'elle. Ça éclaircit son visage, je sais pas. Et puis, ça doit donner aussi un côté plus charnel et plus feu. Une Mylène magnifiée, sexualisée, qui apparaît entièrement nue et des paroles très suggestives. Encore une fois, ça détonne. Ça choque même. Je suis libertine. Je suis une catin. Je suis si fragile qu'on me tienne la main. Quand on voit le clip de Libertine, on ne peut pas ne pas être face à une évidence. Il y a un côté quoi qu'il en coûte. On va aller au bout de notre idée, on va faire un espèce de long métrage, de trucs fous. Et j'imagine que tout le monde est catastrophé dans les bureaux, quoi. J'ai eu une hésitation quand même au départ, parce que c'était vraiment encore très décalé, très décalé. Et puis il y a eu, on a été entraîné, envahi par la beauté du clip, par le titre aussi, et on y est allé à fond. Le scandale éclate et le succès est immense. La chanson reste classée 20 semaines au top 50 et se vend alors à 300 000 exemplaires. C'est pas parce que c'est un titre sur la liberté sexuelle, parce que si la musique, la chanson avait été pas bonne, si la musique était pas bien, on l'aurait pas passé, quoi. C'était, disons, son premier gros tube. Aller chanter « Je suis libertine, je suis une catin », fallait avoir beaucoup de force pour arriver et voilà, écrire ces mots-là dans une chanson dans les années 80. J'ai aimé la démarche de punk, quoi. Déjà, se foutre à poil, pour moi, c'est un truc vraiment punk, ou c'est Iggy Pop qui faisait ça le plus, et quand les femmes le font, ça fait un effet encore plus disruptif. C'est un vrai tube, tout le monde fredonnait « Je suis libertine » à l'époque, que ce soit des enfants de 5 ans qui ne comprenaient absolument pas, aux grands-parents de 77 ans. Là, ça, c'est des souvenirs géniaux des enfants plus jeunes qui chantaient cette chanson sans comprendre le mot catin. Ça, c'était vraiment très amusant. C'était le tube avec le clip qu'il fallait. Tout était coordonné pour, ça y est, on lance vraiment la carrière au niveau star de Mylène Farmer. Avec cette chanson, Mylène incarne un personnage féminin décomplexé. Elle crie sa liberté, sexuelle, mais pas que, et impose subtilement l'un des premiers hymnes féministes de sa carrière et de l'époque. Je crois qu'on n'était pas au même endroit au niveau de la femme aussi. Est-ce que la femme pouvait dire autant de choses? Parce que nous, à la limite, on est une génération où on arrive en même temps que cette vague MeToo. Après, on peut s'exprimer, peut-être qu'on peut libérer la parole. Là où, dans les années 80, ces questions-là ne se posaient pas, quoi. Les femmes se taisaient, puis c'est tout. Et j'imagine que Mylène a dû être
l'icône de beaucoup de femmes qui auraient aimé avoir autant de paroles. Mais surtout à l'époque, la jeune Mylène Farmer se plie gentiment au jeu de la promo. Regardez cette interview donnée en 1987. Es-tu mariée? Non, je suis célibataire. Quel type d'homme vous appréciez dans la vie? J'aime plutôt, je crois, les hommes dits intellectuels, entre guillemets, plutôt grands, plutôt des cheveux longs. Elle n'a donc pas peur des médias. Elle semble même s'amuser pendant les interviews. Mylène Farmer apparaît comme une jeune femme mutine et libre. En témoignent aussi ces images de 1985. Au revoir et joyeux Noël. Dans les années 80, Mylène Farmer est donc cette chanteuse qui repousse les limites, qui se dévoile dans ses textes, ses clips et dans les interviews. La société de l'époque n'a jamais vu ça. Et très vite, on la prend pour une provocatrice, ce qu'elle se garde bien de démentir. C'est vrai que j'ai un goût pour la provocation, enfin, le goût des choses un peu choc. Si on fait ce métier, c'est qu'on a envie d'y laisser quelques plumes et quelques traces, bien sûr, ça m'importe. C'est que je vais tout faire pour qu'on ne m'oublie pas. Mylène Farmer nous livre ici une clé fondamentale. Elle aime provoquer, étonner, elle veut marquer les esprits. C'est une facette importante de sa personnalité. Alors pourquoi aujourd'hui est-elle considérée comme une artiste distante, voire inaccessible? Alors, Mylène Farmer, le mystère opère toujours. Certains cherchent toujours à décrypter ce mystère. Aucune interview, 6 années sans qu'on vous entende chanter, 6 années sans vous voir sur la scène. Vous aimez l'absence. Sa réputation est telle, et elle est si rare, que certains journalistes sont prêts à tout pour tenter d'en savoir plus. Est-ce que ce qu'on voit de vous, est-ce que c'est vous? Ou bien est-ce que vous n'êtes pas un peu préfabriqué? Ce mystère atteint son apogée entre 2000 et 2006. Elle ne donne que 2 interviews aux médias français, alors qu'elle sort son premier best-of, Les Mots, en 2001, qui se vend à plus de 2 millions d'exemplaires. À cette période, Mylène l'Invisible n'a jamais été aussi présente. Elle va surprendre tout le monde et produire une jeune chanteuse, Alizée. Moi je m'appelle Lolita, ou bien Lola, du pareil au même. Moi je m'appelle Lolita, quand je rêve l'eau, c'est Lola qui saigne. Quand fourche ma langue, j'ai là à fou rire aussi, faut qu'un phénomène. Je m'appelle Lolita. Est-ce que vous avez, à un moment donné dans votre carrière, puisque vous avez commencé très jeune, eu peur d'être une artiste éphémère, un produit? Alors la jeune fille ne peut pas faire une interview sans qu'on lui parle de Mylène. Comment s'est passée la collaboration avec Mylène Farmer? Vous avez quelle relation? Copine? J'ai vu qu'elle vous téléphonait assez souvent. Comment elle est au travail? C'est la première fois que Mylène, quelqu'un s'en mêle. Tu crois que tu as eu de la chance? Ça doit t'énerver d'entendre dire qu'on dit oui, Alizée, c'est la nouvelle Mylène Farmer. Quelques années plus tard, la collaboration se termine, mais les questions perdurent. Et la rumeur a dit que vous vous étiez fâché avec Mylène Farmer? Alors vous avez coupé le cordon avec Mylène Farmer, pour quelle raison vous en sentiez le besoin? Le monde est tout blanc, décoloré. Et même en 2014, lorsqu'elle fait son grand retour, on continue de lui poser les mêmes questions. L'impact peut-être de la rencontre avec Mylène Farmer? Comment vous étiez rencontrés? Quelle collaboration vous avez fait? C'était une très très belle aventure qui s'est terminée il y a pas mal d'années. Au-delà d'un manque de renouvellement certain dans le choix des questions, notre enquête prend ici un tournant décisif. Car comprendre comment et pourquoi Mylène Farmer est devenue si inaccessible que tous les moyens sont bons pour y accéder, c'est comprendre une grande partie de ce qu'elle est intimement. Alors, intéressons-nous plus précisément à la relation qu'elle entretient avec les médias.
Est-ce que finalement, ce qui vous caractérise pas le plus, c'est la liberté? En tout cas, la liberté de dire non, c'est un vrai privilège. Cette liberté, oui, c'est de faire ce que je veux au moment où je le veux. Et une fois de plus, le non est important. Savoir dire non, pouvoir le faire dans un milieu réputé pour céder aux questions de pouvoir, d'argent et de notoriété, c'est incontestablement une immense liberté. Ça n'a pas toujours été forcément facile. Hein. Aujourd'hui, tout a l'air acquis parce que c'est l'artiste en France qui fait le plus de spectateurs sur scène, tout ça, mais il a fallu se battre, il a fallu forcément se battre de manière très rugueuse, très brutale, et faire face à la misogynie ambiante du showbiz de cette époque-là, qui était quand même... Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais ça a beaucoup évolué. Donc, non, ça a dû être beaucoup de combats, beaucoup de doutes aussi, parce que quand on combat et qu'on affirme son point de vue, en vérité, on est quand même perclus de doutes au fond de soi. Il y a forcément des moments où on se dit, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Mais à quoi Mylène dit-elle non? Quel jeu refuse-t-elle de jouer? Ce qui est intéressant dans la carrière de Mylène, c'est qu'à partir du début des années 90, il y a eu une sorte de retraite, c'est-à-dire je présente un disque, je présente un spectacle, et je n'ai pas besoin d'exister à côté de cela, alors qu'effectivement, dans les années 80, on la voyait plus sur les plateaux télé. D'abord, elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin d'aller dans les médias. Elle remplit les salles, elle vend les albums. Si on peut se passer de ça, franchement, moi je la comprends. Ben non, mais parce qu'on est amené à répéter beaucoup de choses les mêmes. C'est pas forcément intéressant ce qu'on a à dire sur quoi ou qu'est-ce. Voilà, donc moi je la comprends et je trouve qu'elle a bien fait si elle a pu s'en passer. Je peux pas le dire parce que je l'ai pas vécu, mais si j'avais un tel succès et une telle communauté d'admirateurs, je suis pas sûr que j'irais donner des interviews. Sachant que 90% du temps, c'est absolument pas sur la musique, etc., sur mon travail, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot. Et quand les gens essaient de parler un peu de l'album, ils parlent des textes pour savoir ce que ça veut dire. Donc ça m'intéresse pas de répondre à ces questions non plus. C'est obligé d'aller sur YouTube pour chercher une ancienne interview. Et l'interview, je veux dire, elle va dater. Tu vas voir qu'elle est très jeune. Elle est peut-être encore un petit peu obligée de faire de la promo. Et après, fini. Et waouh, peut-être qu'elle était inconfortable dans cet exercice. Peut-être qu'elle a compris que sa musique arrivait aussi à ses fans, enfin en tout cas à ceux qui en avaient besoin sans devoir se violenter, quoi, aller faire cette promo, quoi. Mylène est très soucieuse de ne pas saturer l'espace médiatique et je pense que c'est ce qui fait que les rendez-vous qu'elle donne à son public sont d'autant plus rares, précieux et uniques. Elle m'a dit une chose un jour, Mylène, et je trouvais ça assez juste. Je lui demandais si, effectivement, à l'heure des réseaux sociaux, cette extrême discrétion qui la caractérise n'était pas détrimentale. Et en fait, elle m'a dit que la rareté, c'était la préciosité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on attend, qu'on convoite. Et je pense que de maintenir le désir des gens envers elle intact, c'est drôlement fort. Parce qu'en fait, c'est pas tant qu'elle se protège, c'est qu'elle nous permet d'avoir toujours cet émerveillement quand elle propose quelque chose. Et elle est là, sa générosité, en fait. Je pense que ça a été un truc nécessaire pour préserver cette sensibilité qu'elle a, pour pas qu'elle soit déchirée en mille par ce qui est arrivé, en fait, le succès. Se taire pour se protéger, elle a vite compris que c'était la meilleure stratégie. Mais pourquoi a-t-elle ressenti ce besoin impérieux de distance? Rembobinons un peu. À l'époque où Mylène Farmer est une habituée des interviews dans les années 80, les questions qu'on lui pose ne sont pas des plus inspirées. Elles sont même franchement gênantes. Alors Mylène, Sans Logique, c'est un... Alors moi je suis surpris, on te voit pas nue dans Sans Logique, c'est bizarre. Après Libertine et Pourvu qu'elle soit douce... C'est de la provocation, ça, Nagui. Non, je sais pas. Bah écoute, c'est de la provocation aussi ce que tu fais des fois dans les clips. La télé dans les années 80, on laissait passer des trucs où aujourd'hui tu dis waouh, mais waouh, c'était quoi cette question ultra déplacée, ultra misogyne, ultra. Donc j'imagine qu'elle a dû être confrontée à des trucs qui peuvent fermer les chakras, quoi, ce qu'on peut comprendre. Quand vous donnez des interviews, quand on vous parle de sexe ou de sensualité, etc., vous dites réellement les choses que vous pensez ou
Vous parlez de Mylène Farmer, libertine. Ah, la question années 80, c'est un truc. Il y en a beaucoup, enfin, on n'oserait plus. Sauf que pour Mylène, ça ne s'est pas limité aux années 80. Est-ce parce qu'elle joue avec sa sexualité, se montre nue dans ses clips ou simplement parce qu'elle est une femme, donc destinée à séduire? En tout cas, certains journalistes pourraient faire preuve d'un peu plus de subtilité. Ça vous choque si je vous dis qu'être si sûr de son désir, faire ce qui bon vous semble et mener votre carrière comme vous la menez en vous moquant en gros des candidatons et en faisant ce que vous voulez, c'est aussi né d'un énorme orgueil. Et même quand c'est une femme qui pose les questions, on la réduit encore à son apparence. Vous avez un corps magnifique. Est-ce que... C'est gentil. Est-ce que pour vous, votre corps est aussi important dans votre travail que votre voix? Non. Je ne sais pas quoi vous répondre, si ce n'est que Elle devait être complètement choquée de voir qu'elle était devenue un objet de désir, alors que ce manifeste-là, se mettre nu sur scène ou je sais pas quoi, ça ne concerne pas la libido, ça ne concerne pas le désir sexuel, ça va bien au-delà. C'est s'approcher de la nudité comme de s'approcher de la mort. Éric Jean-Jean fait partie des journalistes qui ont posé ce genre de questions. Exceptionnellement et avec le recul, il a accepté de s'en expliquer. Aujourd'hui, je la poserai plus cette question. On était en 96 ou 17, où je ne sais plus comment je pose la question. Je la pose pas très bien. C'était pour TF1. Je lui dis vous êtes sexuellement agressive sur scène et vous êtes très timide à côté. Par rapport à cette image que les gens ont de vous, de quelqu'un de timide, de quelqu'un qui ne se donne pas facilement, là sur scène, vous êtes beaucoup plus extraverti, beaucoup plus dévêtu, un peu agressive, même agressive sexuellement. Sur scène, agressive sexuellement, je ne le pense pas. Un peu déshabillée. Je comprends qu'elle ait pu se sentir agressée et j'ai vu passer sur Internet il n'y a pas très longtemps des images de questions, parmi lesquelles la mienne, et vraiment je suis désolé, mais à l'époque je ne pensais pas à mal et toujours pas, mais je comprends qu'elle se sente agressée. Peut-être qu'aussi c'est une époque qui était plus misogyne qu'elle l'est aujourd'hui. Donc oui, c'est difficile pour les mâles alpha, animateurs et journalistes de se positionner face à une femme pareille dont on sait au fond qu'elle est plus forte que nous. Une espèce de fascination et attirance pour cette jeune femme qui en fait leur fait perdre la tête. Et l'addition de ces expériences malheureuses, où elle est mal perçue, voire attaquée, vont faire d'elle une artiste méfiante. Je pense qu'à un moment, elle fait très peu de médias, peut-être simplement les journaux télévisés, peut-être une ou deux radios, mais en tout cas, quand il s'agit de montrer son image, elle est très prudente et elle choisit vraiment avec beaucoup de circonspection. Oui, ça c'est vrai, je crois. Bonsoir Mylène Farmer, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir Mylène Farmer, merci d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors pour recevoir Mylène Farmer, il faut faire pas mal d'efforts parce qu'elle a beaucoup de conseillers, elle est très entourée. Elle a en plus un rapport aux médias très particulier. À partir du moment où ses fans sont devenus très nombreux, et elle a changé son attitude vis-à-vis des médias et du public. Elle a peut-être eu peur à ce moment-là, elle s'est fait rare. Et il faut vraiment montrer patte blanche avant de la recevoir. Je comprends qu'elle ait eu envie de se protéger, de protéger son art aussi finalement, parce que c'est après tout ça, hein, c'est de la musique qu'on fait. Et son œuvre, recentrée sur son œuvre. Mylène, c'est à travers ses chansons et ses spectacles qu'elle divertit, qu'elle émerveille, qu'elle invite les gens au rêve. Une émission de télé, ça change pas grand-chose et ça ne dit pas grand-chose d'intéressant d'une artiste ou d'un artiste. Ma nature profonde est le silence et peut-être le mystère. Je ne cultive pas le mystère, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur moi. C'est ma nature profonde. J'ai beaucoup de mal à parler de moi-même, j'ai beaucoup de mal à me justifier. Mylène, c'est une femme qui est toujours restée discrète sur sa vie privée, mais est-ce que le rôle d'un artiste est de tout dire, tout donner, tout montrer? Je pense, et elle l'a suffisamment dit, qu'elle le fait à travers ses chansons, à travers ses spectacles, à travers toutes ses propositions artistiques. Et en fait, un artiste, on a envie qu'il nous fasse rêver, qu'il nous emmène ailleurs, qu'il nous transporte. Pourquoi tu te places hors de tout? Parce que rien ne te touche? M'étonne. Ça n'a rien à voir. Ouais. On peut se situer, se placer hors de tout. C'est une manière de se protéger, c'est une manière surtout de s'échapper du monde environnant. Je pense que c'est le rêve de tout artiste. Hein. Aujourd'hui, le côté Mylène Farmer, cultiver le secret, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'écoute que sa musique. Nous, on est dans une ère où il y a les réseaux, il y a TikTok.
C'est quand même aberrant, mais parfois les musiques sont écoutées que 30 secondes. C'est notre manière d'aller rencontrer le public. Et puis aussi, elle a peut-être compris que c'était rentable. C'était pour forger ce personnage qui lui a toujours valu, évidemment, du succès, du monde dans les stades où elle se produit. Elle a peut-être un peu entretenu ce personnage, oui, bien sûr. Oui. C'est ce qui nous intéressait d'ailleurs aussi. En écoutant son instinct qui lui disait de refuser le jeu des médias et des interviews, elle a donc dirigé l'attention sur l'essentiel, son œuvre. Mais le revers de la médaille, c'est que les médias se vexent vite de ne pouvoir jouer. Ils inventent donc leurs propres règles. Ce silence, ça alimente toujours les fantasmes, les contre-vérités. Certaines d'entre elles qui ont été racontées vous ont blessé? Je suis faite de chair et de sang, de sang. Donc forcément blessée, mais habituée aussi. Certaines vous ont fait rire? Bien sûr. Je dors dans un cercueil, ça me fait toujours rire. Et au-delà des rumeurs, les critiques musicaux qui se sentent snobés ont la dent dure. Ça rentrait pas dans les cases de l'époque, donc tout ce qui sort un peu du normal devient critiquable. Les intellos regardent un peu en se bouchant le nez en disant « Oh là, Sabrina, Boys, oh là, Jean-Pierre Bader, oh, Mylène Farmer, c'est tous dans le même panier. » Sauf qu'elle n'est pas dans ce panier-là. Mais sauf qu'à l'époque, quand ça sort, elle est dans le même hit parade. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça doit blesser, ça doit peut-être donner envie de dire à tout le monde « fuck them all », ce qu'elle finira par faire. Je crois que pour faire ce métier, il faut avoir les reins solides. Parce qu'il y a des ennemis mortels. Vous savez, ce qui compte, c'est pas forcément la critique. Il y a toujours des gens pour vous critiquer dans la vie. Hein. Mais c'est le résultat, c'est le succès. Donc, un concert de Mylène Farmer, c'est complet un an à l'avance. Donc, les critiques, vous savez, hein. Dans le monde du spectacle, c'est toujours le public qui a raison. Et le public est intelligent. Et donc, on ne peut pas lui vendre n'importe quoi. Il adhère ou il aime ou il n'aime pas, il adhère ou il n'adhère pas. Donc, tout le reste, c'est de la littérature. Et ça passe. Je crois qu'on condamne l'ambition en France, définitivement. Je crois que ça dérange quand on n'est pas justement dans ces sentiers balisés. Oui. Mais la manière dont ont pu la considérer certains journalistes ne suffit pas à expliquer sa retraite médiatique. Pour comprendre, il faut aussi remonter en 1988, lors de la cérémonie des victoires de la musique. Et c'est la séquence qui doit désigner la victoire de la meilleure interprète féminine de l'année, c'est-à-dire la chanteuse la plus fifi de l'année. Avec des mots qui aujourd'hui interpellent, Alain Souchon remet une victoire à une Mylène visiblement mal à l'aise et très affectée. Et la gagnante, c'est la petite coquine Mylène Farmer. Regardez et écoutez bien. Elle a du mal à parler et ce qu'elle dit est éloquent. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous remercie de m'avoir témoigné et accordé de l'affection par rapport à mon travail. Voilà, je suis touchée, un peu triste. Pourquoi tu es triste ? Mais heureuse. C'est tout. Merci à vous. Ah, regarde. Alors pourquoi Mylène est-elle au bord des larmes? Que s'est-il passé dans les coulisses? Ce soir-là, à l'abri des caméras, elle va prendre de plein fouet toutes les critiques des journalistes et de la vieille garde de la chanson française. Si personne ne peut rapporter avec exactitude les mots qui l'ont rendue fébrile, Benjamin Biolay, habitué des victoires, nous raconte tout de même l'envers du décor de cette cérémonie, qui aujourd'hui encore conserve une ambiance particulière. C'est comme si vous rentriez dans les cages des animaux, au zoo, dans les quelques minutes qui précèdent l'heure du repas, quoi.
Tout le monde a envie de se becter, il y a tous les gens qu'on n'a pas envie de voir. Il y a à la fois tous les imposteurs et tous les cadors. Et la compétition est à son paroxysme. Moi, je reste toujours dans ma loge. Je vais pour les nominations, machin, je vais faire ma chanson, je vais faire mon truc. Mais la dernière chose dont elle a besoin, c'est les victoires de la musique. Elle a bien raison de ça. Elle ne fait pas les victoires de la musique, mais elle ne fait pas non plus les autres émissions de variété, parce que c'est les victoires de la musique, au-delà de ce que j'ai décrit, ça reste une grande émission de variété, en vérité. Car oui, après ça, Mylène ne remettra plus jamais les pieds aux victoires. Et demandera même à ne plus être nommée. Ainsi, à la fin des années 80, la chanteuse décide de se protéger de toutes ces attaques et commence à se faire rare. Une forme de mystère se crée donc autour d'elle. Elle avait une forme de liberté. Donc c'était à la fois évidemment des recettes sûrement et puis un peu de marketing peut-être, parce qu'elle savait que ça marchait, cette esthétique, cet érotisme, ce mystère, cette rareté, cet éloignement, cette distance par rapport aux médias. Et en même temps, elle parle évidemment très doucement, elle parle peu, elle parle en baissant les yeux, elle est très regardée, elle ne s'expose pas, elle déteste la foule, elle veut des choses en petit comité. C'est ce qui la rendait aussi touchante et c'est cette timidité, même sur les plateaux de télé, on sent qu'elle est presque gênée d'être là et ça la rend tellement vulnérable aussi, mais et en même temps on sent que derrière il y a une force et un supplément d'âme. Votre timidité n'est pas la seule explication. Pourquoi vous vous cachez si longtemps avant de réapparaître? Je ne sais pas si c'est pas ma seule explication. En tout cas, je sais que j'ai du mal. Je crois que c'est au-delà de ça même que de parler de moi. C'est quelque chose qui m'est presque insurmontable. Je vous dois une semaine et demie d'insomnie et un presqu'ulcère. Excusez-moi. Je vous en prie. Elle est très soucieuse de son image. Je pense qu'elle est soucieuse donc de tous les aspects, hein, évidemment maquillage, coiffure, lumière. Et quand on fait un journal de 20 heures, c'est en direct. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on ne regarde pas l'image, on ne répète pas, on ne reprend pas l'enregistrement. Et je pense qu'elle en avait, évidemment, elle avait beaucoup d'appréhension. Mylène Farmer est donc incontestablement timide. Mais pour comprendre la personnalité de cet artiste qui semble insaisissable, écoutez bien ceux qui l'ont déjà côtoyé de près. Quel bonheur de voir arriver cette personne incroyable, quoi. Vraiment, vraiment, c'est belle personne, pas seulement physiquement, intérieurement, elle dégage quelque chose quand on sent, quand on sait le percevoir. Elle n'a jamais eu la grosse tête, elle s'est toujours très, très, très bien protégée. Et chapeau, vraiment, moi j'aime beaucoup Mylène. Pour l'avoir interviewée plusieurs fois, Mylène Farmer, c'est quelqu'un d'assez direct, de réservé, mais c'est effectivement sa nature profonde. Je pense que c'est quelqu'un qui a le souci du mot juste. C'est une amoureuse des mots. Donc effectivement, quand vous êtes dans un échange, vous avez toujours le besoin, même l'obsession en ce qui la concerne, d'être compris. Donc vous allez choisir le mot juste. Vous allez avoir cette obsession qui fait que vous pouvez être paralysé dans votre échange et puis inquiet aussi de comment ce que vous dites va être perçu. Comment vous expliquez cette relation si particulière que vous avez avec ce public? Vous cherchez peut-être pas à l'expliquer? J'ai du mal à trouver les mots, à trouver une réponse. Est-ce que c'est je sais pas, peut-être une sincérité de ma part, mais encore, je ne pense pas que ça explique les choses. Il y a quelque chose, moi, qui m'émeut chez elle, c'est qu'il y a une part d'enfance qui est encore très présente et qui fait que approcher Mylène, c'est quelque part comme approcher un enfant. Elle va tout de suite percevoir quelles sont vos intentions, si vous trichez ou si vous ne trichez pas. Elle n'est pas compliquée à comprendre ou à aborder quand on est près d'elle. Elle communique, elle est même intéressée. Elle est même presque plus intéressée par vous que par ce qu'elle a à dire sur elle-même. Elle est curieuse, elle est cultivée, elle s'intéresse à plein de trucs. Je crois que j'ai utilisé cette image dans un papier. C'est un peu comme apprivoiser un animal sauvage. Je pense que la métaphore lui fera plaisir parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les animaux, la nature, le monde sauvage. Mais c'est vraiment ça. Vous avez vraiment l'impression d'apprivoiser une biche et ça vous oblige à ne pas être brusque, ça vous oblige
à être respectueux de la personne, de ses silences. Lorsqu'elle se sent en confiance, Mylène Farmer peut vous étonner. Le 31 août 2008, elle est reçue sur le plateau du JT de Claire Chazal et son attitude va surprendre tout le monde, à commencer par la journaliste. Pour la première fois, elle a accepté de nous raconter les coulisses de cet échange devenu culte. Bonsoir Mylène Farmer, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous. Alors il y a toujours beaucoup d'attentes pour un disque de Mylène Farmer, d'autant qu'elle sera au Stade de France l'an prochain pour 2 concerts exceptionnels. L'habitude à ce moment-là à TF1 était de plutôt mettre les invités en duplex, c'est-à-dire loin du plateau, ce qu'elle n'a pas voulu faire. Et moi, j'avais une forme de liberté le dimanche soir, je recevais pas mal d'artistes, acteurs ou chanteurs. Et on faisait un petit peu ce qu'on avait envie de faire. Et je préférais 1000 fois la voir sur le plateau. Et c'était beaucoup plus événementiel pour moi, bien évidemment. Donc elle est venue et ça s'est donc très bien passé. En tout cas, ces 2 concerts sont complets, effectivement. On peut toujours peut-être trouver quand même quelques places. Mais ça sera le 11 et le 12 septembre prochain. Et puis la sortie, donc il y a quelques jours, de ce Point de suture, le nouvel album de Mylène Farmer. Merci beaucoup. Et je peux me permettre de vous dire quelque chose? Ah, bien sûr. Je vous trouve d'abord très très jolie et vraiment très sensible. C'est Je vous gentil. apprécie. Eh ben, ça me touche beaucoup. Merci infiniment d'être venu nous voir sur ce plateau de TF1. Elle a même eu des mots un peu personnels qui m'ont fait très plaisir. Et elle a fait quelques clins d'œil et des choses un peu personnelles, mais très gentilles. Donc ça, oui, c'était assez confortable comme interview et on s'en souvient. Ça avait très bien marché et ça avait fait venir beaucoup de téléspectateurs. Ce soir-là, 8,4 millions de Français sont devant leur poste. En décidant de suivre son instinct, de refuser ce qu'elle n'aimait pas, comme les interviews, de choisir ce qu'elle côtoie, d'obéir aux règles qu'elle-même avait fixées, Mylène Farmer incarne la liberté. Mylène est une artiste extrêmement libre. Elle l'a toujours été depuis le début de sa carrière, puisque même ce qu'elle proposait dans les années 80, si ça restait très pop, très variété, c'était quelque chose qui était un peu à côté de ce qui se faisait à l'époque, de par les références, de par ce qui était chanté, mis en scène dans les clips. Au sein même de ma maison de disques, c'est une liberté, je fais ce que je veux. J'ai effectivement un patron de maison de disques qui me suit, qui est quelqu'un de formidable, de compréhensif, d'intelligent. En montant des barrières autour d'elle, en se protégeant des médias qui ne la comprenaient pas, elle a dessiné les contours d'une zone de confort dans laquelle, et c'est exactement ce qu'elle nous dit là, elle se sent libre de créer. Mais comme beaucoup de femmes dans ce milieu, on a longtemps dit qu'elle n'était qu'un pantin qui ne faisait qu'obéir à un homme de l'ombre, en l'occurrence Laurent Boutonnat. En réalité, il n'en est rien. Le Pygmalion dans des fantasmes très machistes du type qui joue à la poupée avec une interprète, mais ça n'existe pas. Ça dure 2 mois, ça dure 2 ans. Il y a eu des exemples comme ça chez les yéyés et tout, mais quelqu'un comme ça, il n'y a pas de... C'est une Pygmalion. Forcément, je pense que quand tu es une femme dans ce milieu, c'est forcément, tu es un produit où c'est des hommes qui t'ont fabriqué autour. Et là, je pense qu'elle a cloué le bec à tout le monde. Et merci pour ça, parce que nous, les jeunes artistes féminines, on peut aussi se dire qu'on peut aller dans cette indépendance artistique, déjà, se dire qu'on pourra aller au bout de nos idées sans qu'il y ait forcément ce truc de « ce n'est qu'un produit », les artistes féminines marchent que si elles sont jolies, ou si, ou ça, ou ça. Mylène montre aujourd'hui qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de format. Il y a juste être une femme, proposer, être artiste, jusqu'au bout, quoi. Et pour le comprendre, il faudra attendre 2019. Cette année-là, une série documentaire crée l'événement. Pour la première fois, Mylène Farmer a accepté une caméra dans l'intimité de la préparation de son prochain show. Dans le documentaire, c'est incroyable, elle arrive à commenter les choses. D'ailleurs, c'est certainement une des premières fois où elle commente son propre travail. Nous étions 3 chorégraphes, Paris, Aziz et moi-même. Des langages du corps très différents, mais qui convergent vers un même point. Donner un supplément d'âme à une chanson. J'ai en mémoire des passages où elle dit « vous devriez faire 3 pas ». Elle dit « non, si. » Enfin, on fait et on voit, en gros, on comprend, c'est moi qui commande. Mais sans le dire vraiment non plus, parce que c'est quelqu'un qui est très bien éduqué. Mais on voit quand même que c'est la bosse. Ouais. Reculez un tout petit poil.
Est-ce qu'ils ont droit à 5 minutes pour boire 5 minutes de pause pour boire un coup et tout? Bien sûr, bien sûr. 5 minutes, Laurent, les danseurs. Si le grand public découvre que cette femme, longtemps présentée par les médias comme fragile, a en fait, à la manière d'un vrai chef, le dernier mot sur tout ce qui la concerne, cette position ne date pas d'hier. Tous les choix de sa carrière viennent d'elle. De quelle façon est-ce que vous avez participé à la construction de ce show? Investissement total. Tous les départements. Je m'intéresse à tout. J'aime m'entourer de talents. C'est ce qui s'est passé donc pour la musique, pour les danseurs, pour l'écran, pour les images, la conception d'images. La mise en scène m'intéresse également. Elle paraissait très fluette, comme ça, très fragile. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle s'est toujours conduite en patron, quoi. Hein. Elle n'a jamais été une femme soumise, en tout cas. Elle a chanté, hein. Mais elle s'est toujours conduite en patron sur scène. Elle a travaillé et elle se laissait pas faire, quoi. Mais j'ai ça en moi, j'aime le travail. C'est quelque chose que j'aime profondément. Donc là encore, je me nourris de ça très facilement. Oui. L'oisiveté ne me sied pas du tout. Je pense que peu importe qui l'entoure, et c'est ça qui fait certainement sa force, et le fait qu'elle ait perduré autant de temps, c'est que oui, peu importe qui est autour, ça reste elle, la matière première, ça reste elle qui écrit, qui a les idées, qui les mène au bout. Après, l'entourage est très important, et j'imagine qu'elle a eu un entourage à sa hauteur, ce qui est plutôt cool. La chance inouïe et la beauté de la chose, c'est qu'il y a tellement de gens qui la suivent dans ses choix, et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est qu'elle a réussi à dire « donnez-moi la main, je vous emmène quelque part ». Et en ça, pour moi, c'est là où il est l'inouï. Pour comprendre à quel point elle seule a pris en main et dirigé sa carrière, il faut d'abord s'intéresser en détail à ses textes. Mylène, justement, a apporté ce côté de fraîcheur qu'il n'y avait pas avant dans le showbiz. Ce côté de fraîcheur et de liberté de parole que les filles n'employaient pas avant, que faisaient très attention à ce qu'elles racontaient, quoi. Là, elle a laissé passer sa parole, c'est ce qu'elle ressentait. Alors, des fois, ça choquait. Un artiste a du succès s'il y a de bonnes chansons. Pour être la plus grande chanteuse du monde, si vous n'avez pas les titres, l'important, c'est d'avoir les chansons et savoir choisir les chansons. Et elle a toujours su le faire avec beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence. Et je te rends ton amour pour toujours. Je te rends ton amour et trop lourd. Je te rends ton amour, c'est plus fort qu'en le jour. Tes couleurs se sont diluées. Chacun peut se donner le sens intime, son sens intime de la chanson. Il y a des portes qui restent tout le temps ouvertes, comme chez John Lennon, comme chez plein de gens que j'aime, moi. Et on peut les ouvrir et y trouver ce qu'on veut, en vérité, quoi. C'est quand même assez rare de voir des femmes, surtout de son époque, qui ont écrit... Elle a écrit tous ses textes, Mylène Farmer. Et des textes où, ouais, elle, mine de rien, voilà, parlait de mort, parlait de liberté de genre, parlait de sexe, parlait de toutes ces choses-là. Elle a de l'engagement aussi, Mylène, dans ses chansons. Donc, on comprend mieux aussi pourquoi elle a parlé à autant de monde à travers cette écriture. Les générations des Pommes, des Clara Luciani, des Juliette Armanet, etc., ça ne leur viendrait pas l'idée de ne pas écrire leurs propres textes. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la qualité de la nouvelle chanson française. J'ai cité beaucoup de femmes, mais enfin, il y a évidemment des hommes aussi. Et c'était un peu précurseur pour Mylène Farmer, c'est vrai, finalement. Donc ça a aussi, évidemment, ça a donné un peu d'épaisseur à ses disques, et à ses chansons et à ses spectacles. Il y a beaucoup de poésie, beaucoup de réflexion aussi sur la vie, Elle est très engagée dans ses textes. À l'époque, elle a abordé des sujets qui étaient encore des sujets tabous, qui suscitaient beaucoup d'indignation ou de jugement. Et aujourd'hui, qui nous paraissent dans l'air du temps, mais c'est bien pour élever les consciences aussi. Je trouve qu'il y a des textes qui élèvent les consciences et permettent peut-être d'avoir une vision différente de la vie et d'avoir plus de tolérance aussi pour les êtres humains.
avoir condamné vos différences, nous ne marcherons plus ensemble. Sa vie ne bat plus que d'une haine. On sent que tout ce qu'elle dit vient du vécu du ventre, et en même temps, dans l'interprétation, vient aussi de son cœur et rejoint le sacré, quoi. Enfin, c'est très très beau, hein. Franchement. Là, c'est du grand Mylène. C'est quelqu'un qui se pose un peu en surplomb de la société, et en même temps, il y a quelque chose d'assez liturgique, hein. Vous l'écoutez chanter, finalement, vous l'écoutez un peu comme la prêche d'un curé ou d'une autorité religieuse. Et en même temps, chez Mylène, il y a vraiment le souci de laisser les gens libres de penser et ressentir ce qu'ils veulent. Ces textes qu'elle a toujours refusé de décrypter sont en fait comme un exorcisme de ses propres angoisses, comme elle l'explique en 2006. Je me suis toujours dit que je ne serais jamais dirigée par mes propres peurs, parce que les peurs peuvent engendrer des choses terribles. Mais je n'ai jamais cédé à mes peurs. Dans cette catharsis, Mylène Farmer a donc des thèmes de prédilection qui reviennent au fil des albums et des chansons. L'enfance, comme dans « Dessine-moi un mouton » ou « Plus grandir ». Le sexe, comme dans Libertine évidemment, mais aussi l'instant X ou pornographique. Là sur ton orifice à nuit, je m'immisce dans ta pénombre et là je fais le tour. La mort, comme dans L'âme dans l'eau ou Pas le temps de vivre. Je n'ai pas le temps de vivre quand s'enfuit mon équilibre. Je n'ai pas le temps de vivre. Rien, si ce n'est, je fais appel à ma mémoire, mais je me souviens quand j'ai écrit C'est une belle journée, dans le refrain j'avais mis C'est une belle journée, je vais me tuer. À la place d'aujourd'hui, c'est une belle journée, je vais me coucher. Et je crois que là, ce pourrait être un appel au suicide de certaines personnes un peu fragiles. Et j'ai changé ce mot pour un autre, parce que c'était peut-être tout d'un coup quelque chose de trop fort, trop déterminant. Derrière cet aveu se cache une part importante de sa personnalité. Elle a le souci du mot juste et la conscience de sa responsabilité en tant qu'auteur. Un aveu qui peut paraître étonnant pour celle qui se dit timide. Et on retrouve là encore cette personnalité qui aime choquer, marquer les esprits, mais jamais gratuitement. En fait, dans ses textes, on trouve aussi beaucoup d'elle, à commencer par ses propres goûts en matière artistique. Je sais qu'elle aime l'art contemporain, je sais qu'elle aime la danse contemporaine, je sais qu'elle aime la danse classique, je sais qu'elle a lu les auteurs classiques. Une fois, on a parlé d'Edgar Allan Poe. Je peux vous dire les peintres que j'aime, Egon Schiele évidemment, j'aime Max Ernst, j'aime Picabia, et je vais oublier probablement tous ceux que j'aime, mais j'aime la peinture. Oui. Elle a amené les gens à lire Baudelaire, à lire Primo Levi, Emily Dickinson. Je pense que oui, elle arrive à faire aimer ce qu'elle aime. Et ça, c'est très fort. Mylène Farmer est donc une auteure à part entière. Dans ses chansons, elle parle d'elle-même, de ce qui la touche. Et ça résonne comme des mots universels. Le meilleur exemple est peut-être un titre sorti en 1991 qui reste aujourd'hui encore son plus grand succès, Désenchanté. Je devais avoir 16 ans et depuis, j'ai pas cessé d'être inspirée par elle et d'écouter sa musique. Bon, ma chanson préférée de Mylène Farmer,
qui est un peu mythique, c'est Désenchanté. C'est vraiment, pour moi, celle que je préfère. Voilà, honnêtement, par les paroles, par la musique, je trouve que c'est énorme. Le titre a été écrit et a été diffusé à un moment où c'était la dislocation du bloc soviétique, l'effondrement du mur de Berlin. Voilà, c'était toute une époque qui s'effondrait. C'est presque un titre d'actualité et c'est une fois de plus le malaise. Mais c'est le malaise de quoi? D'une génération? Il y a le mot génération dedans. Quelle génération? Là, je suis un petit peu désolée parce que je prends, même si le mot génération existe, je parle surtout de moi. Je ne veux en aucun cas impliquer, même si j'emploie une fois de plus le mot génération, je n'implique que moi. Maintenant, c'est vrai, si quelques personnes pensent comme moi, je dirais tant mieux. C'est un vrai talent d'arriver à transformer ses propres expériences, ses propres émotions et à aller toucher quelqu'un en face avec une chanson. C'est quand même un art qui est incroyable, la musique. Et c'est vrai qu'elle le fait très bien. C'est un hymne à l'époque quand ça sort, et c'est redevenu un hymne pendant le Covid. Alors, effectivement, elle parlait clairement d'elle dans la chanson, et tout le monde a pu s'approprier parce que ces mots sont tellement justes. Cette chanson est quand même un phénomène et un bijou. Quand on écrit ça, on est quand même à un niveau exceptionnel, parce que vraiment tout le monde a pu s'approprier Désenchanté, n'importe qui, à n'importe quelle époque, et je pense que c'est pas fini. C'est amusant d'ailleurs de voir pendant la pandémie, le tube Désenchanté a soudainement connu un regain de succès parce que ce texte qui a été écrit à la fin des années 80 pour une diffusion au début des années 90, finalement, il était en extrême résonance avec ce qu'on vivait. Alors qu'en général, elle est plutôt dans les trucs ambigus. Peut-être que dans celle-ci, elle est plus frontale, ouais. Mais c'est cool aussi. Ça marche. Et ça, c'est assez fabuleux parce que pour moi, c'est un peu la grâce de Mylène, d'être capable de toucher les gens avec quelques mots, avec une ligne mélodique qui traverse les époques finalement et qui nous permet de vraiment nous reconnaître dans ce qu'elle chante. Ça prend du temps de connaître bien un album, ou ça prend du temps de bien connaître des chansons. Ça prend du temps de connaître les artistes, parce qu'ils se livrent parfois dans des petits recoins des chansons, au détour d'une phrase qui est camouflée entre deux autres. Et ça a toujours été sa marque de fabrique d'ailleurs, de faire du beau avec du dur, du douloureux, quoi. Et au-delà des multiples reprises, la chanteuse Suzanne écrira en 2022 un titre en forme de clin d'œil, intitulé « Génération désenchantée », manifeste sur la prise de conscience écologique. Signe, s'il en fallait, que ce titre est véritablement culte. Y'a la crise, c'est la dèche, un gros trou dans la caisse, trop de CO2 dans l'air, Poutine qui fait la guerre, pandémie, tsunami, pollution, pénurie, attentat sans abri, y'a plus belle la vie. Génération désenchantée, ça va aller, ça va aller. Mylène Farmer a donc un don pour écrire des textes générationnels. Elle y trouve une manière de se libérer et donc de se livrer. Notre enquête prend ici un tournant inattendu, car celle qui incarne le secret est en fait celle qui se livre. Et vous allez voir que ça va plus loin, car il y a un domaine où elle donne bien plus que les autres, où elle est même devenue une référence, les clips. Vous vous en occupez, vous, de l'histoire Bien sûr, moi je prépare ça avec Laurent Boutonnat, donc, qui est le réalisateur, et puis après lui fait sa construction,
sa salle à l'intérieur. Cette petite patte, oui, c'est ça, sa patte cinématographique que moi je n'ai pas. On était toujours très impatients de découvrir les clips de Mylène, parce qu'il y avait vraiment rien n'est jamais laissé au hasard avec cet artiste. Et puis l'association avec Laurent Boutonnat sur l'image, le cinéma, ça marque. En tout cas, moi, ça m'a laissé des jolis souvenirs et les clips m'ont marqué. C'était des œuvres, c'était presque des petits courts-métrages et des histoires. Il y avait une histoire, il y avait un contenu, il y avait un scénario, une mise en scène exceptionnelle, une scénographie assez démente et onirique, presque beaucoup de poésie et un côté très mystique, très mystérieux qui est vraiment le cœur de son histoire, de cette image qu'elle s'est créée et de cette légende. Car oui, les clips de Mylène sont presque tous centrés dans la légende. Avant elle, personne en France ne proposait ces petits films, réalisés comme des courts-métrages. Derrière tout ça, il y a un homme, son complice de toujours, Laurent Boutonnat, avec qui elle partage un amour du cinéma. En fait, j'ai envie de faire des films depuis plus longtemps que ça. J'ai commencé même à faire des petits films quand j'avais 10 ans. Donc j'ai toujours voulu faire du cinéma. Votre premier métier, c'était comédienne? Enfin, mon premier métier. Je m'étais orientée, c'est vrai que quoi. j'ai suivi des cours de théâtre, c'est tout. Et puis Laurent Boutonnat, lui, sa grande passion, c'était le cinéma, mais lui a démarré très très jeune. Oui, à 16 ans, c'est ça? À 16 ans, il a présenté fait à Cannes, d'ailleurs, son à 16 ans. premier long métrage, oui. C'est impressionnant, hein, quand même. Oui. À 16 ans, il faut le vouloir. Hein. Ça démontre quand même une volonté. Je veux ça, je pense que je l'aurai. Boutonnat, c'est étonnant, il a un peu le même cursus que Besson. C'est-à-dire, c'est des petits génies. Boutonnat, il fait son premier long métrage, je crois qu'il est à peine majeur. Besson, pareil, quand il fait le dernier combat, son premier film, c'est un môme, il a 20 piges, quoi. Et donc, on est sur ces types surdoués de l'image. Look at her hands. So delicate. No more than yours, mate. He's alive. He's alive. Oh my God, she's alive. 1988. Dans une forêt des Yvelines, le duo, entouré d'une équipe aux allures de long métrage, tourne le clip de Pourvu qu'elle soit douce. Pour l'occasion, ils ont décidé de ressusciter un personnage mythique. C'est la suite de Libertine. Vous verrez, le clip démarre sur en fait la dernière image de Libertine 1. Donc on est à quelle époque? On est au XVIIIe siècle, ça se déroule pendant la guerre de 7 ans. C'est une histoire qui va se dérouler sur le territoire français, entre une armée anglaise et une armée française, avec comme personnage principal Libertine. Et j'ai appris énormément de choses, c'était un bonheur. Je crois le tournage le plus difficile quand même, qui a duré 8 jours, 9 jours, dans la forêt de Rambouillet, tout en extérieur. Sur la globalité, il y avait entre 500 et 600 figurants. Il y a notamment une bagarre dans la boue qui est assez étonnante. Ça, c'est vraiment nous, là. C'est vraiment vous qui l'avez fait. Absolument. C'est vrai que la musique aide souvent à rêver, à fantasmer et souvent à dénouer des choses. Parce qu'elle évoque des images, souvent, la musique. Prose ou poésie, tout n'est que prétexte, pas la peine de t'excuser. Muse ou égérie, mes petites fesses ne cessent de t'inspirer. J'ai fait des hauts, jamais ne me lasse, par amour pour un toqué. Ne faut-il pas que jeunesse se passe, à quoi bon se bousculer? Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune, de lui grandeur du chaos. Ensemble, ils vont créer un univers singulier qui va révolutionner le monde du clip. Dans le travail, c'était très très bien, oui, c'était vraiment très très bien. Il y avait une confiance réciproque qui était assez admirable, oui. Facile à travailler, ils savaient où ils allaient, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils étaient très très bien investis tous les deux. Ils me faisaient penser au couple Berger-Gall, quoi. Ils avaient cette complicité-là et c'était très agréable à travailler pour eux. Entre Lennon et McCartney, il y avait un truc très mignon qui s'appelait le control quality. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui faisait une chanson ou un truc un peu mauvais, l'autre se foutait de sa gueule. Et je pense que, je sais pas s'ils se foutaient de la gueule l'un de l'autre, mais en tout cas, Boutonnat et Farmer, il y a ce contrôle qualité. C'est-à-dire que je pense que Boutonnat laisse pas Farmer faire un truc moyen, et Farmer laisse pas Boutonnat faire un truc moyen. Sous l'œil de sa caméra, Mylène Farmer devient comédienne. D'abord, l'idée de jouer est quelque chose que j'aime. J'aime l'image, j'aime le cinéma profondément.
Mais pourquoi, alors que tout semble parti pour, n'a-t-elle pas eu une carrière au cinéma, comme Vanessa Paradis? Pour le comprendre, retour en 1992. Laurent Boutonnat, qui veut retourner à ses premières amours cinématographiques, réussit à monter le projet de film qu'il porte depuis des années, Giorgino. Mylène s'impose naturellement pour le premier rôle. Le film sort en octobre 1994, mais il n'aura pas le succès escompté et sera retiré de l'affiche. Ça a été une histoire assez difficile à vivre, Giorgino, vu que ce film n'a pas marché du tout. Et à ce moment-là, vous n'avez qu'une envie, c'est mettre dans un tiroir, le fermer et plus jamais en entendre parler. Mylène aussi aura besoin de prendre de la distance pour digérer l'échec et se réinventer. Car on touche du doigt ici une notion fondamentale chez elle. Sa capacité à utiliser une déception pour se repenser profondément. Fin 1994 donc, elle s'expatrie aux États-Unis, à Los Angeles, rejoignant consciemment ou non les terres de celle à qui elle a emprunté son patronyme. Mylène, à l'échelle de la France, à son niveau, ressuscite quelque chose de l'âge d'or hollywoodien. Vous savez, ces grandes icônes qui inspiraient le rêve, qui fascinaient. C'est d'ailleurs pas un hasard si elle a choisi le pseudonyme Farmer. C'est une référence à Frances Farmer, qui était une actrice de l'âge d'or hollywoodien. Mylène, c'est le rêve, c'est pas la réalité, dans le sens où le quotidien, on baigne dedans tous, toute la journée. Mylène, elle ouvre une porte. C'est donc au son des guitares californiennes et sur ces routes longilignes qu'elle prend son indépendance. Oui, j'en ai eu besoin juste après le tournage du film. J'avais un vrai besoin de voyage, de presque perte d'identité, j'oserais dire. Et encore, l'envie de s'oublier soi-même un peu, oublier l'identité artiste. Et à nouveau pour découvrir des personnes, des univers différents. Et ça lui va très bien. Regardez bien ces images rares, filmées en 1995 lors de l'enregistrement de l'album qu'elle a écrit sur place. Elle rit, plaisante, bref, elle rayonne. C'est chouette, on la retrouve bronzée, avec un album plus rock et c'est cool. C'est Anamorphosé où elle fait XXL, il y a des gros sons de gratte. J'adore cette chanson, moi, XXL, c'est une de mes préférées de Mylène. L'album Anamorphosé qu'elle a proposé dans les années 90 a été une vraie surprise, parce que voilà, on quittait un peu l'univers des poètes maudits, du libertinage, pour arriver à quelque chose de plus contemporain et qui en même temps restait totalement cohérent avec ce qu'elle avait déjà proposé artistiquement. Je pense que ça a été vraiment une respiration nécessaire, qu'elle l'a vécu comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, personnellement, en tant qu'auditeur, j'entends le disque Anamorphosé. C'est un album de respiration. Voilà, besoin d'aller voir ailleurs pour refaire le point sur soi-même, quelque part, la fameuse anamorphose. J'ai changé moi-même, le voyage m'a apporté beaucoup de choses. Rencontre de certaines personnes, rencontre d'un pays. Je crois surtout une notion de liberté. Ou moins peut-être aujourd'hui les victimes, par exemple. Je m'en suis rendu compte dans les clips de cet album, faisant référence au dernier clip avec Abel Ferrara. Quand on a parlé donc du sujet du clip, je voulais moi interpréter une prostituée. Et il me demandait mais quel type de prostituée? Je lui dis pas une victime. Je ne veux pas être une victime. Dans ce clip et dans tout cet album, elle apparaît métamorphosée. En fait, elle s'est littéralement réinventée, aussi bien physiquement, mentalement et artistiquement. Un process, la renaissance, qui la suivra tout au long de sa carrière et qui trouve naissance dès son enfance. Son papa est ingénieur des ponts et chaussées.
Et vraiment, au début, elle est secrétaire, puis après, elle va arrêter de travailler. Elle va avoir 3 enfants très vite, poum, 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 59, 60, 61. Et dans le cadre de son boulot, on est chez des Français. Hop, la famille se retrouve alors à Québec, pas très loin de l'île de Montréal, tout ça, pour travailler sur la construction d'un barrage. Et donc, les premières années de sa vie, Mylène va les passer au Canada. Je pense que le premier acte de renaissance, il a lieu quand, à 8 ans, elle quitte le Québec, où elle a grandi, pour s'installer en France. Je crois que les premiers mois dans l'école, les enfants étaient curieux de ce petit accent qui pointait. Et puis il y avait aussi chez Mylène tout de suite la conscience, je suis un peu différente des autres. C'est intéressant cette notion de se réinventer. En effet, quand on a 9 ans, qu'on quitte un pays comme le Québec, qui est au fond un tout petit pays, et très chaleureux, bizarrement, et qu'on se retrouve en région parisienne, ça doit être compliqué. De son enfance, on ne sait rien de plus. Et pour une raison qu'elle explique en 2006, sur le plateau de 7 à 8. Avant 12 ans, vous ne vous souvenez presque de rien? Non, de rien, mais même après. Vous pensez qu'un jour, vos souvenirs vont revenir? Un jour, vous allez récupérer votre passé, votre histoire? Non, non, certainement pas. Je pense que ce sont des pages effacées et puis une fois de plus, peut-être que je n'en ai pas réellement la nécessité que de savoir le pourquoi du comment. Laissons ça dans l'obscurité. Ce dont on est sûr en revanche, c'est qu'à 17 ans, elle s'inscrit au Cours Florent, la célèbre école de théâtre. Elle y rencontre Isabelle Nanty. C'était quelqu'un qui plaisait énormément. Enfin, les gens avaient envie d'être avec elle, de la côtoyer. Elle était pudique, assez mystérieuse. Elle avait beaucoup de charme et j'ai essayé d'analyser ce qu'était ce charme-là. Le charme venait du fait qu'il y avait ce mélange de pudeur, de discrétion et en même temps d'humour fou. Voilà, Mylène Farmer, à Ligne Directe, bonjour. Bonjour. Alors, je vous connais pas. C'est la première fois que je vous rencontre. Et il y avait comme un sourire toujours latent, qui était irrésistible en fait. Il y avait en elle comme un trouble et qui troublait les autres. Et une intelligence, une sensibilité à fleur de peau, mais à fleur de rire aussi, à fleur d'humour. Je reprends la question. Reprenez la question. Ok. Ça. Je n'ai pas la réponse. Ah. Tout le monde l'aimait bien, mais elle la ramenait pas. Elle était un petit peu comme ça, un peu british, un peu dans la blague comme ça, subreptice. Et elle jouait extrêmement sincère, très naturelle, très sensible. Elle a joué à un atelier donc chez Florent. C'était Le Père Noël est une ordure qu'avait mis en scène Mugler. Et elle jouait, elle zézette, elle était à mourir de rire. C'est au hasard d'un casting qu'elle rencontre 2 jeunes auteurs, Jérôme Dahan et Laurent Boutonnat. Ils ont écrit une chanson et cherchent une interprète. Le look de la jeune Mylène, tout en cheveux bouclés et regard profond, les convainc immédiatement. Elle, qui ne se voyait pas du tout chanter, se réinvente et devient interprète. Une mue qui ne cessera jamais de la suivre. Au sein de ce qu'elle a fait, elle a tout le temps réinventé. Et en avance sur son temps, parce que franchement, quand on regarde tous les clips, oui, il y a eu Madonna, Rihanna, Lady Gaga, basta. De toute façon, il a fallu qu'elle remette tout sur le tapis plusieurs fois, qu'elle prenne le risque de tout péter pour en être là. 1, je le sais. 2, c'est de toute façon obligatoire. On ne peut pas faire cette carrière-là et rester intègre comme ça et imperturbable sans avoir pris des risques et le risque de disparaître avec ses idées. La Renaissance, c'est quelque chose de... C'est un thème fondamental chez elle et en même temps qui n'exclut pas la loyauté et la fidélité à soi-même. C'est juste la progression. On avance dans la vie avec ces diverses strates. Alors il y en a certaines qu'on abandonne, qu'on laisse derrière soi. C'est un peu comme une mue permanente, mais l'être que vous êtes fondamentalement reste le même. Donc la proposition de Mylène, c'est de montrer qu'on évolue tous dans notre vie sans pour autant se trahir. Le personnage que vous êtes sur scène, c'est aussi ce que vous êtes dans la vie. Mais pour moi, il n'y a pas de personnage. Alors c'est vrai qu'après, on peut mettre un décor, on peut mettre des vêtements.
On se maquille, on se transforme, mais pour autant, je suis qui je suis exactement la même. À propos de ton succès, tu dis si le succès se meurt, je serai dans une solitude incommensurable et presque insupportable. Alors ça aussi, c'est le paradoxe du personnage, parce que tu viens de me dire bon, je m'en fous, c'est pas mon problème, je suis star, je suis vedette, c'est pas. Non, mon problème n'est pas le mot qu'on emploiera pour définir. Ouais. Mais mon vrai problème, c'est d'exister. Et donc d'avoir le regard des autres posé sur moi, d'avoir quelqu'un qui m'écoute. Et ça, c'est vrai pourquoi je fais ce métier, c'est pas parce que j'ai besoin de ça pour vivre. Cette confession quasi psychanalytique est très forte et nous livre ici une clé fondamentale pour comprendre l'artiste. Malgré toute sa timidité, Mylène Farmer aime se sentir aimée, voire admirée. Ces mots, elle les prononce au mois de mars 1991, sur le tournage du clip de Désenchanté. Personne ne le sait, mais elle sort alors d'une période difficile de plusieurs mois. Elle avait du mal à se remettre de la fin de sa première tournée, le Tour 89. Alors pourquoi Mylène a-t-elle mal vécu ce retour à la vie normale? Qu'a-t-elle découvert sur scène dont elle ne pourra plus se passer? Pour le comprendre, il faut donc s'intéresser au rapport qu'elle entretient avec ses propres concerts. Retour. À la fin des années 80, Mylène est en plein succès, elle a déjà vendu plus de 2,5 millions d'albums. Et pourtant, aucun concert n'a jamais été annoncé. Juste avant qu'on enregistre cette chanson, je vous posais une petite question comme ça en disant alors quand est-ce que vous faites de la scène? Oui. Vous n'êtes pas pressé? Non, c'est-à-dire c'est vrai que j'ai une vision des choses qui diffère peut-être un peu de certains artistes. C'est que moi je vais prendre mon temps, que je suis en train de construire une image, un personnage et que je voudrais avoir à mon actif au moins 2 albums. Ben oui, parce qu'elle voulait que ce soit quelque chose qui lui ressemble, qui sortait de l'ordinaire. Ben c'est tout, voilà. Donc la rencontre avec le public, c'est un acte d'amour. Hein. Et en plus, l'artiste recherche l'amour du public. Hein. C'est aimez-moi aussi. Hein. Courant 1988, une rumeur de tournée circule, confirmée très vite par l'entourage de la chanteuse. Elle sera bien sur scène au début de l'année 89. Un véritable défi pour Mylène. Simplement, il y a une phrase que j'ai retenue dans un article de France Soir, c'est pas la peine de dramatiser, mais je joue ma vie quand même. Oui, mais j'ai la sensation de jouer ma vie, je ne dirais presque tous les jours, mais là spécifiquement c'est vrai sur une scène. À ce point-là, c'est qui tout double alors? C'est qui tout double, bien sûr. Ils ont tous peur, ils ont tous peur, ils ont tous peur. Ne vous me prenez pas, ils ont tous peur. Mais croyez-moi que quand elle est arrivée sur scène, elle était à sa place, quoi. Elle avait déjà ça dans le sang, quoi. Et le spectacle est d'ores et déjà annoncé comme spectaculaire. La vérité, c'est que personne ne peut imaginer à quel point le show sera grandiose. Il y avait pas mal de matériel, oui. Il y avait 4-5 semi-remorques, je pense, à l'époque, oui. Oui, à l'époque, c'était déjà très, très gros. C'était déjà un très, très beau spectacle, hein. Il faut déjà avoir un culot monstre pour afficher un décor de cimetière. Il y avait une réelle dramaturgie, en tout cas, dans son spectacle. Ce n'était pas un concert, c'était un tour de chant avec une dramaturgie, comme un opéra. On projetait des images à l'époque avec des paniers et quand elle chantait « Déshabillez-moi », j'adorais sa façon de chanter. À chaque « Déshabillez-moi », on tapait sur l'appareil parce qu'avec l'appareil, on avait dessiné comme si on avait pris les tombes et on avait mis un trait de craie autour des tombes. On avait dessiné comme ça pour souligner bien les tombes et à chaque « Déshabillez-moi », on tapait sur l'appareil et les tombes, elles vibraient comme ça. C'était très, très, très excitant à faire et très amusant, oui. Vraiment, c'est très, très intéressant. En tout cas, moi, j'en garde un souvenir tout neuf dans ma tête. Entre mai et décembre 89, plus de 300 000 spectateurs viendront l'applaudir. Et tous, sans exception, seront saisis par le spectacle et l'ambiance.
C'était une artiste d'image. C'était une artiste de clip, Mylène Farmer. Donc forcément, la voir sur scène, les témoignages qu'on a pu avoir, nous, dans le podcast, puisqu'on a fait témoigner des gens, les gens étaient à la fois touchés. Beaucoup se sont dit je ne suis pas si différent que ça parce qu'elle est comme moi. Peut-être qu'elle a le même mal-être que moi, elle est aussi dark que moi, mais qu'en fait, ça va. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés en elle. Et ça a été des témoignages qu'on peut avoir de l'époque. Ça a quand même été quelque chose de très fort. Je pense que la tournée 89, pour les gens qui y ont assisté, reste un souvenir marqué à vie. J'avoue que ça a été un événement qui était extrêmement perturbant pour moi. Un concert qui était complètement incroyable. Les gens sortant de la salle étaient assis par terre, pleuraient. Il y avait quelque chose de très perturbant, assez violent dans la réaction des gens. Et je sais qu'à partir de cette date, je suis devenu complètement fan de Mylène et que même mes parents ont trouvé un changement avant et après ce concert. Et c'était quelque chose d'incroyable que je n'ai jamais revécu par la suite. Tout de suite, elle est entrée dans la tête et dans le cœur de son public, vraiment. C'était aussi sans doute de façon inconsciente, la seule façon pour moi de me sentir aimée. Pour la première fois, des milliers de regards allaient se poser sur moi, m'offrant enfin la sensation que ma vie allait pouvoir trouver un sens. Et je pouvais, le temps d'un concert, partager une immense émotion avec l'autre. L'autre est mon salut. Avec ce show, elle scelle avec son public un pacte d'amour qui ne faiblira jamais. Et vraiment, il y a un phénomène autour de Mylène Farmer, au niveau des fans. Hein. Ils savent un an à l'avance qu'elle va chanter à tel endroit. Et je ne connais pas d'artiste qui ait des fans aussi concernés, aussi... de nos jours, c'est incroyable. Claire Chazal se souvient de la frénésie autour de sa venue au journal télévisé en 2008. La maison TF1 était entourée, et c'est quand même rare. Hein. Peut-être qu'on a 2 ou 3 artistes qui attirent ce monde-là, mais enfin les gens étaient au pied de la tour TF1 à attendre leur idole. Ça n'arrive pas à tout le monde. Peut-être Johnny Hallyday, peut-être... mais pas tant de monde. Toujours, elle provoquait ce genre de réaction. Oui, les gens le savaient à l'avance et venaient. Donc elle partait un petit peu à la dérobée, voilà. Les admirateurs de la chanteuse ne sont pas seulement ceux qui l'ont découverte à ses débuts. Ils sont souvent ceux qui ont grandi avec elle, l'ont entendue chez eux à la radio, puis sur le net. Quand je te dis que je suis née avec Mylène Farmer, c'est qu'elle était dans mon salon. Sa voix était déjà dans mon salon alors qu'on était enfants. Elle était dans les fêtes de famille, mais pas que. Enfin, tu vois, genre, sa musique résonnait pour des événements, peu importe, mais des événements du quotidien. Donc ouais, elle est entrée dans nos maisons, quoi, à une certaine époque, et puis elle y est restée, comme quelque chose qu'on se transmet, quoi. La chanson accompagne le plus intime chez les gens. Ça vient dans la chambre, ça vient dans la salle de bain, ça vient des moments où on est dans le bus, avec les écouteurs, ça vient la nuit, quand on n'arrive pas à dormir, et ça vient panser des plaies, ça vient accompagner des tourments. Ce qu'elle a fait merveilleux, et son public est vraiment... moi, j'en connais beaucoup, des grands fans de Mylène. Ils disent « elle m'a sauvé la vie ». Parmi ses fans, il y a une communauté qui, depuis 35 ans maintenant, reste son public le plus fidèle. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les LGBTQI+. Pourquoi êtes-vous devenue une idole ou une icône pour la communauté gay? Pourquoi? C'est probablement plus à eux de répondre pour moi, si ce n'est que la chose qui me vient à l'esprit, c'est... peut-être ont-ils une sensibilité exacerbée, comme la mienne. Et puis, quoi qu'il arrive, ça me réjouit. Mylène va donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Dans les années 80, si vous êtes homosexuel, vous êtes un PD, quoi, et c'est pas cool. Et là, en l'occurrence, vous vous retrouvez avec une superstar qui vous comprend, qui dit ouais, en fait, moi aussi. Moi, quand j'étais petite, on m'appelait le petit garçon. J'avais une personne qui me disait fréquemment, quand j'étais plus petite, que Mylène était très jolie pour un garçon. Parce qu'en fait, j'avais une voix assez grave, que j'ai un peu forcé de muer avec le temps. Cette androgynéité d'enfance
Elle en fait une chanson en 1988, dont elle signe le texte avec un refrain particulièrement entêtant. Maman, pourquoi je suis pas un garçon? C'est quelque part déjà le premier texte non genré. Il y a des artistes aujourd'hui comme Christine and the Queens, Redcar, qui chantent beaucoup le refus de la binarité. Mylène, avec son contrefaçon, elle a proposé une petite ritournelle, mais qui, en fin de compte, est bien plus profonde et donnait déjà à réfléchir sur voilà, est-ce qu'on doit se positionner par rapport à la norme? Est-ce qu'on peut être une femme et se sentir garçonne? Est-ce qu'on peut être un garçon et assumer sa sensibilité féminine? C'est assez intéressant et c'est assez unique dans la variété française, oui. S'adresser à ceux qui se sentent hors de la norme, donc à tout le monde finalement. Voilà qui explique en partie l'amour que lui porte son public. Un amour parfois sans bornes, souvent caricaturé dans les médias, mais qui n'est pas si irrationnel. Car si Mylène est distante pour certains, elle ne l'est pas du tout pour ses fans. Elle a été, pas une des premières, mais en tout cas une des plus populaires à faire des supports magnifiques, des coffrets pour chaque album, des grands livrets photos, et elle le fait toujours d'ailleurs. Hein. Ça peut aller à une pièce de collection comme dernièrement la statuette du Millennium Tour, qui vaut énormément cher. Donc c'est vraiment très très varié. On peut avoir beaucoup d'objets de Mylène, mais il faut faire beaucoup d'économies. Elle a été une des premières artistes françaises à avoir des fanzines dans les kiosques. Tout le monde pouvait l'acheter. Il y a deux gros titres qui sont sortis, le Mylène Farmer Magazine et l'Instant Mag. C'était des fanzines trimestrielles uniquement sur Mylène Farmer avec des photos. Et c'était vendu en kiosque. On fait le job en fait. Les fans entretiennent aussi tout ça pour pallier peut-être l'absence de Mylène Farmer dans les médias, à la télé, dans les journaux. Mais en même temps, on fait le job et je crois que c'est peut-être mieux pour elle. Parce qu'ils sont le garant de son succès, elle sait les considérer avec respect. Par exemple, en 2004, elle ne peut pas déplacer son spectacle en province. Il est trop imposant. Elle organise alors le déplacement des fans jusqu'à Paris. Comme l'explique Thierry Suc, le producteur de ces tournées. On a fait travailler des gens, des agences de voyage, qui ont essayé de négocier 10 000 chambres d'hôtel au meilleur tarif possible. On a pris tout ça en amont. On a une négociation avec Air France qui a permis d'obtenir un prix de billet à peu près autour de 100 €, d'où que ce soit que les gens viennent, aller-retour, de quelques villes qu'ils viennent. Donc je pense qu'aujourd'hui, bien sûr que c'est de l'argent, on en est très conscient, hein, mais pour moins de 300 €, quelqu'un pourra venir voir le spectacle et passer un week-end à Paris. Bon, c'est-à-dire pour un vendredi soir ou un samedi soir par exemple. Je pense qu'on a essayé vraiment d'obtenir les meilleurs tarifs. Quand on va voir Mylène Farmer, globalement, on se fout pas de nous. Donc, on se moque pas du public quand on va voir un concert de Mylène Farmer. Il y a du matériel sur scène, elle envoie énormément, elle donne énormément d'aide à chaque concert. Donc oui, les tournées, les concerts de Mylène Farmer, c'est quelque chose au moins à voir une fois dans sa vie, je pense. Ouais. S'il y a bien un domaine qui met tout le monde d'accord, c'est la qualité des concerts de Mylène Farmer. Tous, sans exception, sont cultes, et elle y était patente. J'avais fait Donna Summer, Eddie Rabbit, Lionel Richie et tout. Il n'y a aucun problème, on n'a aucun complexe à avoir avec ces gens-là. En tout cas, grâce à des stars comme Mylène Farmer, qui est au sommet, je trouve, qui peut rivaliser avec n'importe qui sans aucun problème. J'avais devant moi une personne qui s'éclatait et s'épanouissait en scène. Alors, je ne sais pas si elle avait le trac ou quoi, mais en tout cas, sur scène, rien n'y paraissait et elle s'éclate vraiment. Oui, sinon, elle ne le ferait pas. Connaissant son caractère, sinon, elle ne l'aurait pas fait, quoi. Sa timidité, on ne la sent pas sur scène. Elle est transcendée, elle est habitée. C'est un dépassement de soi et c'est beau, c'est touchant.
Mylène, à chaque fois, propose des shows totalement hors normes, surprenants et sans limite. Et à chaque fois, c'est encore plus gros et encore plus gros. Enfin, on se demande quand ça va s'arrêter. Il y a des chansons, mais il y a des chorégraphies, il y a des changements de costumes, il y a des intermèdes. Enfin, voilà, on est dans une structure extrêmement écrite, très très prévue, et d'un spectacle total. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions, parce qu'hier, moi j'ai des amis qui vous ont vu et qui m'ont dit qu'il y a... Bon, il y a un show très technique, très beau, très bien fait, mais il y a quand même beaucoup d'émotions. Et ça, je trouve que ça colle aussi à votre personnage. C'est important de l'avoir même sur scène. Ça, c'est quelque chose que j'espère ne jamais perdre. En tout cas, cette émotion, mais surtout que me procure le public, dans le fond. Et moi, j'essaye de donner autre chose que justement des choses très établies, très structurées. Là encore, elle nous livre une clé fondamentale pour comprendre ses choix artistiques. Même avec un spectacle grandiose et millimétré, elle est sans cesse en recherche d'imprévus, de fêlures, qui font que l'on s'en souviendra. En la matière, le meilleur exemple, c'est peut-être l'intimité qu'elle arrive à créer lors des moments en piano-voix. Ce qu'elle arrive à montrer sur scène, quand vous êtes au milieu du Stade de France, je pense à 2009, et qu'elle arrive à chanter seule au piano avec Yvan Cassard, et que vous avez 80 000 personnes qui sont complètement obnubilées par elle, parce qu'on regarde qu'elle, on regarde même pas les écrans, on regarde qu'elle au milieu du stade. Bon, je pense que son intimité, elle l'a créée. Quand vous vous posez en milieu de scène avec un piano sans autre accompagnement, là vous êtes dans votre vérité d'artiste, vous ne trichez pas. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que pendant ces moments, il y a un silence quasi religieux. Pourtant, j'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent, s'élever l'âme, l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux, n'est pas le vrai, n'est pas le beau. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, et j'aime énormément cet espace de liberté quand on joue tous les deux, où rien n'est préparé, où rien n'est prévu, et c'est juste cette manière de s'abandonner à son émotion, à la transmission avec son public, et de voir comment d'un coup, ensemble, ils rentrent en communion, et puis d'un coup, ça se transmet, et d'un coup, il va falloir s'arrêter pendant 10 secondes, ou 15, et je vais jouer, improviser, puis on va se rejoindre. Ça, c'est formidable. C'est des moments qui restent gravés parce que l'imprévu, la grâce est arrivée. Ces passages sont aussi l'occasion de prendre conscience de l'incroyable voix de Mylène Farmer. En concert, quand on dit qu'elle n'a pas de puissance, j'invite les gens à aller la voir sur scène, parce qu'il y a de la puissance dans cette émotion. Alors c'est pas forcément de la puissance c'est pas Calas, hein, évidemment, mais on retrouve quelque chose de très fort de temps en temps qui arrive à nous faire vibrer. Cette voix qu'on peut réduire à ses mièvres, enfin, tu vois, pour les gens qui comprennent pas le délire Mylène Farmer, techniquement, c'est fou, en fait, ce qu'elle fait, d'arriver à chanter de cette manière. Et en même temps, Mylène Farmer, elle peut aller haut, elle peut aller très bas, elle peut aussi chanter avec plus de puissance. Donc elle a un outil au niveau de la voix qui est quand même, encore une fois, qui est très large, quoi, mais elle l'utilise là où elle veut. L'élévation, la facilité dans le souffle, dans le pianissimo, comme ça à émettre un son extrêmement cristallin, ou alors qui naît du souffle, comme ça, mais super aigu, enfin, c'est dingue. Et on aime trop. Ça vous cueille à chaque fois, c'est très impressionnant. Le ciel profond où je plonge, amas d'étoiles,
songe. Le ciel profond où je plonge, à d'étoiles, un songe. Et par la suite, dans les albums un peu plus récents, elle est vraiment allée chercher, presque comme un flow, elle est allée chercher sa voix grave, elle est allée chercher la rondeur dans le bas, et que je trouve aussi extrêmement intéressante. Je maudis les opportunistes à grands coups de triche, ce vice des dommages collatéraux, collaratiches. Je maudis les riches chiches, les pastigèmes, les pâtes au sel, les pâtes au sel. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont 3, 4 notes, 5 notes, une octave maximum. Là, on parle de plus de 2 octaves. Et ça, j'aime, ça m'émeut à chaque fois quand elle chante, où d'un coup, elle va chercher des notes. D'où vient cette note? Comment c'est possible? Je n'ai pas choisi de l'être, mais c'est la ligne d'amour. Maintenant, l'amour, la mort peut-être. Et je trouve qu'elle est de plus en plus belle. Elle est de plus en plus vibrante et un peu désemparée, mais ayant mûri, ayant compris, mais revenant à des fondamentaux de tendresse. Il y a beaucoup de douceur dans sa voix, il y a beaucoup de réconfort. Bulle de chagrin, boule de certitude. Tant de matins que rien ne dissimule. Je veux mon hiver. Parce qu'elle représente, ou pour notre premier spectacle ensemble, je pense qu'Ainsi soit je est sans doute une chanson qui m'a énormément marqué dans notre relation, dans nos pianos-voix. Et cette chanson est quand même vraiment une merveille absolue. Ainsi soit-je, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Ainsi moi je prie pour que Dieu finisse mon exil. Mais quel espoir pourrais-je avoir quand tout est noir? Ainsi soit-je, ainsi soit-il, ainsi soit. Merci. C'est une sorte de cercle comme ça. Vous souffrez, donnez-moi votre souffrance, je vais la transcender, et tiens, je vous la renvoie. Il y a une espèce de cercle magnifique comme ça. Et ça, on le sent vraiment très fort dans les concerts. C'est probablement pour ce mélange d'intimité et de grandiose qu'au fil des années, les salles de Mylène Farmer se remplissent de plus en plus vite. Il y aura 2 concerts au Stade de France l'an prochain. Entre autres. Et déjà, donc ce sera le 11 et le 12 septembre, entre autres, il y aura une tournée aussi, mais ces 2 concerts, ils sont déjà complets. Mais comment vous expliquez, Mylène Farmer, cette folie qui s'empare de votre public? Le merveilleux, c'est que je ne l'explique pas. C'est devenu normal de voir Mylène Farmer remplir des stades. Mais on oublie en fait le travail monstre qu'il y a derrière pour que ce soit prêt, pour qu'elle aussi physiquement, elle soit prête. C'est quelqu'un de très discipliné et je crois que les gens ne s'imaginent pas la discipline qu'elle s'impose, notamment avant une tournée. 6 mois d'entraînement sont nécessaires. Hervé, qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, me connaît très bien. Il sait mon fonctionnement. Il sait qu'il faut dans l'effort toujours me trouver des formules plus ludiques qu'un simple enchaînement d'exercices. Son but, dit-il, me transformer en machine de guerre. Être solide sur ses jambes, c'est capital. C'est une sacrée pro parce que quand je pense en 2009, au Stade de France, le son qui s'arrête en plein concert, certaines seraient parties en coulisses, auraient pleuré. Bon, voilà, elle joue le truc, on voit un petit agacement, mais elle est devant 80 000 personnes, donc voilà, elle prend son micro en main et puis elle continue de chanter, elle fait chanter le public, elle attend.
J'ai pris le micro. Puisqu'il faut choisir sans contrefaçon et pour un empire, puisque sans contrefaçon. Cette puissance scénique et cet amour du public lui valent le respect et l'amitié d'un monstre sacré de la musique, a priori très éloigné de son univers. Et pourtant... Puisqu'on parle de spectacle, il y a une personne aussi, une chanteuse en France, qui elle aussi s'intéresse au spectacle et aime les grandes salles, les grandes mises en scène. Tu vois de qui je veux parler, Johnny? Oui, moi je l'aime beaucoup personnellement parce que c'est vrai qu'elle fait des très beaux spectacles. Je peux même dire que quand elle part en tournée et qu'elle fait des spectacles, elle ne gagne absolument pas d'argent. Parce que ces spectacles coûtent tellement cher, mais ils sont tellement beaux. C'est Mylène Farmer. C'est pas une artiste ordinaire, Mylène. Je pense que Johnny et elle avaient ce lien en commun. C'était deux plus grands artistes français, les deux plus gros vendeurs de disques, qui avaient aussi un lien assez bouleversant, avec indissociable du public. Je pense que Mylène, comme Johnny, il y a des photos d'eux sur les cheminées des familles françaises. Évidemment, tout les oppose dans la manière de chanter, dans le répertoire, dans les styles musicaux, mais il y a cette notion de hors norme, cette notion, j'allais dire presque de divin pour le public, cette ferveur incroyable, cette fidélité absolue du public, cette manière de partager, de communier, de transmettre. Voilà, c'est donné à très très peu d'interprètes. Je pense qu'il faut être généreux quand on est sur scène, ce qui est le cas de Mylène. Et on donne autant qu'on reçoit. Et tu sais, il n'y a pas de mystère, les gens ne te donnent rien si tu ne donnes pas quelque chose. C'est le même avis, je suppose? C'est vrai. Ah ben voilà. Johnny disait que voilà, c'était la seule à pouvoir rivaliser avec lui au niveau scénique, au niveau... ouais, c'est une bête de scène, comme lui. Mais il était très admiratif, ils avaient un respect et une admiration mutuelle qui était ouais, bouleversante. Mylène Farmer a fêté ses 60 ans en 2021. Au même âge, Johnny Hallyday était au sommet de sa popularité, comme elle. Après ça, il a sorti 8 albums studio et fait 6 tournées. Il y a donc fort à parier que Mylène Farmer n'a pas fini de se dévoiler au travers de son œuvre si singulière. Comment elle fait pour durer? Comme tous les artistes qui ont une vision globale de leur œuvre, en fait, quoi. Elle a inventé un style, il y a eu cette génération de chanteuses qui attachaient beaucoup d'importance à l'esthétique, à la chorégraphie, à la mise en scène, au spectacle. Et elle en a fait partie, oui, bien sûr. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit « Souviens-toi, les vibrantes douleurs ». J'ai l'impression qu'elle explore encore sa musique d'année en année, et ça c'est... avec une aussi grosse carrière, c'est toujours fou d'arriver à concocter toujours des choses qui nous surprennent finalement. Tout est calculé, tout est travaillé, tout est poli, c'est comme c'est entre l'horlogerie et la couture, et la haute couture. Et donc, si elle dure, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais rien bâclé. Souviens-toi, souviens-toi. Il y a des êtres comme ça, ils ont quelque chose à dire, ils ont quelque chose à faire. Ils ont une mission. Au final de cet entretien, on se rend compte qu'on vous a beaucoup fantasmé, qu'on a imaginé que tout ça était calcul, ces apparitions, ces disparitions, et que c'est votre rythme à vous, finalement. Tout à fait. Vous aimez le silence? Je crois que le silence même, plutôt. On va peut-être se quitter sur un silence, alors. Sur un silence. Merci à vous. Nous l'avons compris, grâce à cette enquête, Mylène Farmer a réussi à construire sa carrière en acceptant ses démons et ses peurs et en les mettant en scène avec brio. C'est sûrement grâce à cette sincérité que le public lui est aussi fidèle. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à très bientôt sur W9.